C'est la deuxième partie de la présentation de ce travail de recherche donc, qui concerne la réception aux États-Unis de la première partie de Rights of Man de Thomas Paine. Je vous ai expliqué la dernière fois dans quel contexte américain arrivait Rights of Man. Je vais maintenant vous présenter, je vous ai parlé de la pensée de John Adams, en quoi, pour Jefferson et d'autres, Rights of Man venait contredire la pensée de John Adams. Et maintenant, dans l'intervention d'aujourd'hui, je vais vous présenter la première réponse fédéraliste à Thomas Paine, c'est-à-dire celle de Publicola. Publicola, c'est John Quincy Adams, le fils de John Adams, donc, qui publie une série de lettres. Et ensuite, je vous présenterai les réponses aux réponses, c'est-à-dire la défense de Thomas Paine par un certain nombre d'écrivains républicains contre Publicola, donc contre John Quincy Adams, qui lui-même se prononçait contre Paine. Et donc, dans la première partie, que j'ai intitulée « Encore plus d'hérésie », je vais vous présenter le point de vue de Publicola contre Paine. Donc, la contre-offensive fédéraliste contre Thomas Paine commence le 18 mai 1791 par la publication d'un article qui est sans doute, je n'en suis pas certain, mais je le pense, dû déjà à la plume de John Quincy Adams dans la Gazette de John Fellow, Gazette fédéraliste de John Fellow. Et donc, l'article anticipe les lettres de Publicola par une espèce de défense ironique de l'esprit d'hérésie, dit l'article, faisant évidemment référence à la note de Jefferson que j'ai évoquée la dernière fois, cette note qui considérait que les écrits de John Adams étaient des hérésies politiques. Et donc John Quincy Adams défend l'hérésie en politique. Surtout, il posait la question de la Constitution anglaise et de sa critique par Paine. Plutôt que de s'attaquer directement à la Révolution française, comme l'avait fait Burke, Publicola entreprenait de défendre l'idée qu'il existait bien une constitution anglaise qui, bien que non écrite, était parfaitement légitime, contrairement à ce qu'avait dit Paine. Selon l'auteur de l'article, les constitutions ne sont pas des bits of parchment, ne sont pas des morceaux de parchemin qui sont changeables à volonté par les peuples, mais des principes écrits dans les cœurs des Anglais. Je cite en anglais, puis ensuite je traduirai à la volée. The people of England have high ideas of personal, social and political freedom. Donc le peuple d'Angleterre a de hautes idées de la liberté personnelle, sociale et politique. And these ideas are inseparably connected with certain great principles. Et ces idées sont inséparablement liées avec certains grands principes, which they wisely suppose from the great outlines of a constitution. Qui est le principe qu'on peut déduire sagement des grandes lignes de cette Constitution. Et donc la Constitution, comme la common law, dont elle est l'expression, est fondée sur la raison et inscrite dans la conscience de chaque homme, même si elle n'est pas écrite. C'est donc une Constitution qui existe dans la conscience des Anglais. Et donc c'est sur la question de la nature de la Constitution britannique que porte initialement la réponse fédéraliste à Paine. Mais évidemment, cette question de la Constitution britannique posait une question beaucoup plus centrale, c'est celle de la souveraineté. Est-ce que cette souveraineté était populaire ou est-ce qu'elle était partagée? Et surtout, elle posait la question, elle ouvrait la question de la comparaison entre la Constitution anglaise et ce qu'ils appellent tous la French Democracy, c'est-à-dire de la Constitution en cours d'adoption en France. Et évidemment, tout ça se réfère également à la nature de la République américaine. Comment se positionne la République américaine entre Constitution anglaise et French Democracy. Et donc tous ces thèmes-là sont imbriqués dans les lettres de Publicola. Alors ces lettres de Publicola, en fait, il y en a 11. À l'origine, il voulait en faire 10. Puis on a rajouté une 11e pour répondre aux critiques qui avaient suscité les 10 premières. Et dans ces lettres, donc, non seulement c'est une réfutation de Rights of Man, mais aussi une défense officieuse des écrits de John Adams, et par ailleurs une défense en partie de ceux de Burke, même si Publicola se défend d'être un partisan de Burke. Alors donc la première lettre rejette ironiquement le terme d'hérésie utilisé par le biais de Jefferson. Pour Publicola, Rights of Man n'est pas le livre canonique de la littérature politique, ni la bulle papale de la vertu infaillible. Elle n'est pas non plus, Paine n'est pas le prophète de l'islam de la démocratie, comme il le dit, ni le Holy Father of our political faith, c'est-à-dire le Saint-Père de notre foi politique. Et donc il est donc légitime de s'interroger sur les dogmes démocratiques de Paine.
Et donc John Quincy Adams s'attaque tout d'abord à l'idée de souveraineté populaire une et indivisible. Le principe qu'une nation a le droit de faire ce qui lui plaît, et donc de changer sa constitution, ne doit pas être considéré comme vrai. Alors, tout d'abord parce que, dit John Quincy, il y a des lois immuables de la justice et de la moralité, que John Quincy Adams ne définit pas en termes de droit naturel d'ailleurs. Mais par ailleurs, une nation ne pouvant agir que par le biais de sa représentation et de la majorité des représentants, les actes qui portent ce caractère doivent être donc considérés comme ceux de la nation. Si la souveraineté de la majorité des représentants de la nation était sans limite, rien n'empêcherait une majorité d'attenter aux droits des citoyens et la liberté se trouverait soumise à l'arbitraire. Et donc, une nouvelle forme de despotisme démocratique s'en suivrait. Et donc, en fait, Nicolas répond à côté de la question. Parce qu'il dit la souveraineté s'exprime par les représentants et il est absurde de dire que les représentants ont une souveraineté pleine et entière. Et donc, ça veut bien dire que la souveraineté populaire n'est pas pleine et entière. Bon. On voit la ruse qu'il y a derrière tout ça. Selon Publicola, la nation anglaise a bien comme toutes les autres un droit naturel et inaliénable de constituer un gouvernement, mais pas parce que sa souveraineté est absolue. Ce qui fonde le droit de constituer des gouvernements, c'est que les gouvernements sont institués pour protéger les libertés des citoyens. Il peut donc être nécessaire de modifier la forme de gouvernement quand celui-ci n'est plus apte à la réalisation de ce but. Le droit des représentants de la nation à légiférer pour la postérité dérive du consentement de celle-ci. Et donc, John Quincy Adams sous-entend que seule la représentation doit exercer le pouvoir de modifier la forme du gouvernement. C'est-à-dire que seuls les représentants peuvent modifier la Constitution. Ce qui est évidemment un problème, parce que toute l'expérience américaine montre le contraire. Puisque à aucun moment le pouvoir législatif n'a modifié la Constitution dans les révolutions américaines. À chaque fois, il y a eu des conventions élues spécifiquement, des conventions constitutionnelles élues spécifiquement pour élaborer une nouvelle convention. Et y compris la Convention fédérale qui a été élaborée à la suite d'un débat et d'une convention particulière. Et donc, évidemment, il est un peu embêté. Mais il l'affirme quand même. Adams, John Quincy, affirme que c'est le caractère particulier de l'oppression anglaise en Amérique qui lui a donné le droit de remettre en cause la souveraineté du Parlement et du roi. C'est-à-dire que c'était une oppression tellement importante que, on a été obligé quand même. Donc les Américains ont été obligés d'exercer leur droit inaliénable, alors ça aurait été mieux s'ils ne l'avaient pas fait. Et donc, John Quincy Adams écarte la question de savoir si les Français étaient avant 89 dans une situation aussi périlleuse qui aurait justifié la présente révolution, mais il sous-entend quand même que ça n'était pas le cas, que la monarchie française, c'était quand même beaucoup plus sympa avant 89 que la situation des Américains face aux Anglais. Alors, les Anglais sont-ils, comme affirme Paine, dans une situation d'oppression qui puisse justifier une révolution? John Quincy Adams dit évidemment que non. Les Anglais ne sont pas dans une situation d'oppression, même si le gouvernement anglais n'est pas parfait, il veut bien l'admettre, mais ils ne sont pas dans une situation d'oppression. Et donc, John Quincy Adams va d'abord s'attaquer à un des piliers de l'argumentation de Paine, qui est de dire, Paine disait, il n'existe pas de constitution anglaise, et John Quincy va évidemment essayer de dire l'inverse. Donc, il existe une constitution anglaise, elle est non écrite, mais elle existe. Elle est également un monument de la sagesse historique humaine. Il utilise une expression un peu bizarre, qui est d'ailleurs assez proche de celle qu'utilisait Burke, parce que Burke parle de contrivance of human wisdom, c'est-à-dire de fruit de la sagesse humaine. Lui, il utilise une expression un petit peu proche, mais pas exactement la même. La Constitution anglaise est un monument historique compte tenu des conditions particulières de l'histoire de la nation anglaise. L'idée que l'Angleterre n'aurait pas de constitution alors que la France en aurait une, telle que le dit Paine, est absurde, dit John Quincy. Pourquoi c'est absurde? D'abord, parce qu'elle n'est pas finie. C'est vrai qu'elle n'est pas terminée. Et que la constituante n'est pas encore séparée. Jusque-là, il n'a pas tout à fait tort. Mais plus généralement, pour John Quincy, la Constitution n'a pas besoin d'avoir une forme visible. Certes, on ne sait pas quand, dans le passé, ont été adoptés les principes de la Constitution anglaise. Et même, d'ailleurs, une partie des lois américaines, puisque une partie des lois américaines dérivent de la common law anglaise. Donc on ne sait pas. Bon, la plupart de ces principes datent d'avant l'invention de l'imprimerie. Il y avait déjà des jurys avant l'invention de l'imprimerie. Mais l'existence même de ces principes dans la pratique prouve qu'un contrat social a été adopté à une période inconnue et qu'ils ne sont donc pas le fruit de l'usurpation d'un conquérant, mais, je cite en anglais, d'un free
an unrestrained consent of a manly and generous people, c'est-à-dire un consentement libre et sans contrainte d'un peuple généreux et viril. Et donc, John Quincy se pose en contradicteur de cette idée qui était développée depuis fort longtemps par les radicals anglais et reprise par Paine, que c'était la conquête normande, de Norman Yoke, le chou normand, qui avait fondé la monarchie anglaise et qui était donc à l'origine de l'usurpation du gouvernement anglais. Et donc pour Publicola, tout ça ce sont des billevesées. Le gouvernement anglais est le fruit de l'accord tacite de la nation depuis plusieurs siècles. Donc on a une conception très historiciste de l'origine des pouvoirs. Donc pour Publicola, l'Angleterre a une constitution non écrite qu'il définit comme, je cite là encore en anglais, a system of unwritten or customary laws, un système de lois non écrites et coutumières, handed down from time immemorial, c'est-à-dire transmise depuis des temps immémoriaux et sanctionnée par l'accumulation de l'expérience des temps. Voilà. Donc la Constitution anglaise est coutumière, fondée sur des droits historiques, sur la sagesse accumulée par le temps et sur des textes émanant des autorités légales. Voilà. Donc cette Constitution est une Constitution of principles and not of articles. Il y a une espèce de jeu de mots en anglais. Hein. Elle n'est pas constituée d'articles, mais de principes qui ne sont pas écrits. Alors, rien de très original dans cette idée. Hein. C'est une idée qui était développée par les loyalistes pendant la Révolution américaine, qui était développée y compris dans le cadre de ce qu'on appelle le patriotisme anglais des années 1760. Pitt, par exemple, défendait des idées relativement proches. Mais le problème, c'est qu'il est en retard d'un métro, si j'ose dire, John Quincy, parce que depuis 1776 et depuis Common Sense et depuis Paine, justement, cette conception de la Constitution anglaise, elle a été remise en cause. Et elle a été remise en cause dans le cadre de la Révolution américaine, où précisément, ce que dit Paine, c'est qu'il n'y a pas de Constitution en Angleterre parce qu'elle n'est pas écrite. Et que maintenant, désormais, il nous faut une Constitution qui soit écrite et déclarée avec des principes qui sont évidemment du droit naturel. Et donc, la conception de Paine est celle qui irrigue le courant démocratique dans la Révolution américaine, et c'est celle qui s'est imposée dans l'esprit des Américains dans les années 1776-1790. Donc, de ce point de vue-là, John Quincy Adams y mène un combat d'arrière-garde. Il défend une conception archaïque, entre guillemets, de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les libertés anglaises, contre une conception démocratique qui est celle de Paine. Alors, selon Publicola, donc, le peuple anglais est lié par cette constitution dans le cadre d'un contrat social historique et ne peut pas remettre en cause, à moins que le gouvernement, évidemment, ne soit inapte à atteindre les buts pour lesquels il a été institué. Et donc, Publicola accuse Paine d'avoir adopté en partie les faux principes du contrat social de Rousseau, qu'il cite en long, en large et en travers. Je ne suis pas persuadé que Paine ait vraiment adopté les principes de Rousseau, mais en tout cas, Publicola le pense. Donc, Paine refuse l'idée d'un corps législatif, l'idée qu'un corps législatif existant puisse altérer la Constitution sans passer par une consultation du peuple. Et donc, Publicola va contrer Paine là-dessus. Au contraire, dit Publicola, une nation peut fort bien déléguer la totalité de ses pouvoirs, y compris constituants, à une assemblée de représentants. Et donc, il n'est pas du tout illégitime qu'une assemblée de représentants modifie la Constitution. Le fait qu'une nation puisse déléguer l'intégralité de la souveraineté, donc du pouvoir constituant, à une législature, n'est donc pas, pour Publicola, une question de principe constitutionnel, relevant de la question de la nature de la souveraineté, mais une question technique. J'ouvre une petite parenthèse, nous sommes dans un régime, la Ve République, où le Parlement peut modifier la Constitution, sans avoir à faire appel au peuple dans sa souveraineté originelle, c'est-à-dire, il suffit de rassembler le Congrès, comme on dit, à Versailles, et d'adopter des modifications constitutionnelles. Donc on est dans une constitution tout à fait qui plairait beaucoup à John Quincy Adams, et pas du tout à Paine. Je ferme la parenthèse, hein, puisque c'est assez fondamental. Aujourd'hui, les représentants ont le droit, dans la Ve République, de changer la Constitution, sans faire appel au pouvoir constituant du peuple. Ce qui pour les démocrates du temps qui nous occupe, est une hérésie absolue. Une hérésie absolue. Et donc, John Quincy poursuit, si donc la nation anglaise a délégué l'intégralité de ses pouvoirs collectifs, elle ne peut pas avoir le droit de changer la forme de son gouvernement, sauf si les représentants sont d'accord.
Si la nation décidait de rompre le contrat social à son gré, alors les liens historiques sociaux seraient rompus et on aboutirait à un despotisme de la multitude, c'est-à-dire à une démocratie. Le peuple anglais doit donc d'abord constater qu'il est vraiment très opprimé avant de prendre la décision grave, et il faut bien le dire en lisant John Quincy, on a l'impression qu'il faudrait qu'il soit vraiment très opprimé pour qu'il prenne cette décision-là. Éventuellement, il pourrait en appeler au pouvoir constituant du peuple contre les représentants. Et donc, pour Publicola, la conclusion est évidente, les Anglais n'ont pas le droit de renverser leur gouvernement. Même si certains aspects de celui-ci sont critiquables. En particulier, évidemment, la corruption parlementaire. Ça, personne ne pouvait passer à côté. Parce que ouvrir les vannes de la protestation populaire, soutenir le frantic enthusiasm and ungovernable fury, c'est-à-dire l'enthousiasme frénétique et la furie ingouvernable du peuple, serait provoquer l'anarchie. Certes, l'Assemblée nationale en France a été obligée de faire appel à la foule pour détruire la monarchie, mais déjà elle le regrette, dit John Quincy. Rien ne pourrait justifier en Angleterre un tel appel au peuple. Et donc une révolution par accommodation, comme il le dit, c'est-à-dire l'appel à une convention anglaise, qui était au centre de ce qu'expliquait Paine et les radicaux. À cette époque-là, la Society, la London Society, la London Corresponding Society, la State Correspondance londonienne, avance à cette époque-là déjà le mot d'ordre de convention pour l'Angleterre. Donc Publicola explique que ce n'est pas possible, d'abord parce que le Parlement ne l'accepterait pas, et quand bien même le Parlement appellerait à une assemblée constituante, il outrepasserait ses pouvoirs délégués, comme l'ont fait ceux des États généraux en France. Donc, c'est pas bien. Certes, le peuple français a sanctionné cette usurpation, donc ça peut passer, mais rien de tout ça ne serait possible en Angleterre. Et donc, passant à l'Amérique, Publicola fait l'apologie de la Constitution fédérale, je parle bien de la Constitution fédérale, pas de celle de chacun des États, fait l'apologie de la Constitution fédérale parce que pour lui, cette Constitution rassemble les avantages des constitutions anglaises et françaises sans leurs défauts. Pourquoi? Parce que John Quincy Adams, justement, fait une interprétation particulière de la Constitution américaine. Pour John Quincy, en Amérique, le peuple a délégué le pouvoir d'altérer la Constitution à ses représentants d'États et nationaux. Certes, la Constitution dit aussi qu'on peut faire appel au peuple dans son original character, c'est-à-dire dans son caractère constituant originel. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait au moment de l'adoption de la Convention de 1787. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Et donc, ce que dit John Quincy Adams, c'est que la souveraineté populaire aux États-Unis est partagée entre le peuple et ses représentants. Et c'est pour ça que les gouvernements américains sont équilibrés, ce qui n'est pas le cas de la French democracy, comme il le dit. Voilà. Donc, j'ai résumé, grosso modo, les arguments de Publicola, vous voyez, qui sont centrés sur la question de la souveraineté, évidemment, et ce que signifie une souveraineté une et indivisible ou partagée. Alors maintenant, je vais vous parler des réponses aux réponses, c'est-à-dire comment les partisans de Paine aux États-Unis répondent à Publicola. Donc ils répondent à la fois à Publicola, ils font l'apologie de Paine, et en même temps, ils entendent répondre à John Adams, en même temps. Parce que, évidemment, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, pour la plupart des commentateurs, Publicola, c'est John Adams. Ils ne savent pas que c'est son fils. C'est pas le John Adams. Et donc, dès le 19 mai 1991, un article critique paru dans le General Advertiser de Bache avait répondu à celui de la Gazette, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui anticipait les thèmes qui vont être développés un peu plus tard. Mais c'est véritablement à la fin du mois de juin que les premières lettres, les premières réponses aux lettres de Publicola sont publiées. Je vous rappelle la chronologie. Les lettres de Publicola sont publiées entre le 8 juin et le 27 juillet. Et dès la fin du mois de juin, on a des réponses aux premières lettres. Et donc c'est vraiment un truc assez immédiat. Voilà. Donc, entre la fin du mois de juin et la fin du mois de décembre 1791, plusieurs intervenants entrent dans ce débat. On peut distinguer deux vagues, chronologiquement deux vagues de réponses.
La première, en juin-juillet, comporte des textes qui sont signés A Republican, Brutus, Cassius, Agricola. Alors, Gary Burton m'a affirmé que A Republican était sans doute James Madison, d'après l'analyse qu'il a faite des textes. Il m'a donné une autre attribution, mais je ne l'ai pas noté là. C'est un personnage qui est connu aux États-Unis, mais pas tellement ici, mais je n'ai plus son nom en tête. Je le donnerai dans la version écrite, si on publie la version écrite. Voilà. Et donc, tout ça, ça paraît dans le Independent Chronicle à Boston, dans le General Advertiser de Bache à Philadelphie et dans le New York Journal de Thomas Greenleaf. La deuxième vague, entre le mois d'août et le mois de décembre, a pour auteur essentiellement quatre auteurs. Un qui s'appelle Virginius, alors ça fait référence à la Virginie, évidemment. On peut supposer que c'est un Virginien. Un deuxième qui s'appelle The Plowman. The Plowman, c'est le laboureur. The Watchman, la sentinelle. Et Aratus. Aratus, on sait qui c'est James Monroe, le futur président Monroe, qui à l'époque est un des figures secondaires du Parti républicain en construction. Voilà. Bon. Pour les autres, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas réussi à attribuer les textes. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, des gens comme Jefferson ne peuvent pas du tout intervenir publiquement dans le débat, parce qu'à l'époque, il est secrétaire d'État dans le gouvernement, donc il ne peut pas du tout intervenir, même sous pseudonyme, parce qu'il ne veut pas prendre le risque de se mettre en porte-à-faux avec le gouvernement. Bon, si on accepte Madison et Monroe, enfin, surtout si on accepte Madison, les autres sont plutôt des cadres secondaires du parti, entre guillemets, plutôt que des figures de peau. Alors, par contre, en privé, Jefferson ne cache pas sa grande satisfaction à la publication de Rights of Man, malgré les tentatives de Publicola de l'entraîner dans la polémique publique, notamment tous ces textes où il répétait que les hérésies c'était bien en politique, etc. Il se contente de laisser dire. Et d'ailleurs, il écrit 2 fois à John Adams, qui était son ami, par ailleurs, pour essayer d'aplanir le malentendu. Mais dans sa correspondance à tous les autres leaders républicains, il dit que c'est une très bonne chose, ce débat. Et que tant mieux que Paine a écrit tout ça, et tant mieux qu'il y ait des réponses, parce que ça prouve que l'esprit du républicanisme était vivace, et qu'il dominait, sans conteste possible, les hérésies politiques de Adams et Publicola. D'autres républicains de premier plan, comme Alexander Hamilton ou John Jay, n'interviennent pas du tout dans ce débat. Ils s'occupent d'autre chose à ce moment-là. Et donc, Jefferson écrit à Paine, le 29 juillet, en le félicitant, et il lui affirme leur identité absolue de principe, et sa grande satisfaction devant le succès phénoménal du pamphlet, malgré l'existence d'une secte monarchique aux États-Unis. Le peuple américain montrait qu'il rejetait aussi bien Davila que Publicola. Davila, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, et a été confirmé dans ses principes républicains. Bien, alors quels sont les arguments de ces réponses à Publicola? C'est assez répétitif, ils ne sont pas très originaux, donc je vais essayer plutôt de thématiser, je ne vais pas faire une analyse chronologique de ces textes, je vais essayer d'en donner les principaux thèmes. D'abord, la première chose, c'est que les journaux d'opposition doivent se justifier de publier les textes de Publicola. Parce qu'ils publient les textes de Publicola. Mais ils se justifient en disant il faut bien quand même connaître les thèses de nos adversaires pour qu'on puisse les critiquer. Donc on va publier les textes de Publicola. Pourquoi? Parce que Publicola est le champion de la monarchie et de l'aristocratie selon eux. Et donc il faut absolument que les plumes républicaines lui répondent pour édifier les Américains sur les dangers qui les menacent. Bref, il est utile de lire ces textes hérétiques, mais avec un zèle républicain jaloux, et surtout avec l'idée d'épurer le gouvernement américain des restes d'aristocratisme qui le polluent. Alors Brutus écrit par exemple, je traduis à la volée, il ne suffit pas d'être sur nos gardes, notre propre common sense, sens commun, nous protégera, mais quand les hommes au pouvoir, sont de traduire, good moral characters, quand les hommes au pouvoir ont une bonne morale publique, nous les révérons,
pour leurs actions vertueuses, nous les aimons, mais dès qu'ils s'en prennent à nos droits, nous les virons. We cash them, nous les chassons. Donc connaître ses ennemis et leur argumentation est un devoir pour tous les vrais amis de l'humanité et les vrais républicains. Donc sans le vouloir, Publicola a rendu un service au républicanisme, car il a attiré l'attention du public sur les vrais principes que défendent ses contradicteurs. Il y a ce sentiment chez les républicains que depuis la création du gouvernement fédéral en 1789, le zèle républicain s'est un peu assoupi, en quelque sorte. Et que cette polémique, elle arrive au bon moment pour relancer le débat et le zèle républicain. Un de ces textes dit « We have been in danger of losing our veneration for the principle of republicanism ». Nous avons été en danger de perdre notre vénération pour les principes du républicanisme ces dernières années, et notamment, nous avons donné trop de pouvoir et de salaire à nos officiers fédéraux. Donc, il y a vraiment cette idée que la polémique entre Paine et Publicola arrive à point. Bien, alors, outre cet aspect de justification, évidemment, les réponses aux réponses vont parler de la question de la nature de la Constitution anglaise, parce que c'est le thème central des lettres de Publicola. Là aussi, les arguments ne sont pas très originaux. Très souvent, on reprend les arguments des radicaux anglais. Parfois, on fait même carrément du copier-coller avec des brochures anglaises. J'ai retrouvé des éléments où on reproduit carrément ce qui a été écrit en Angleterre. Donc, il n'existe pas de constitution anglaise, puisqu'elle n'est pas écrite. À tel point, d'ailleurs, il y a tellement du copier-coller que Gary Burton, dans ses travaux d'attribution, a cherché qui était l'un des auteurs qui s'appelait Brutus, et sa première impression, c'est Paine. Sauf que, matériellement, c'est impossible que ce soit Paine qui écrit, parce que le temps qu'il réponde et que les textes traversent l'Atlantique, c'est juste pas possible. Donc ça prouve bien que les Painites américains font du copier-coller, y compris sur les textes de Paine. Ils font du copier-coller, c'est-à-dire ils reprennent des citations telles que pour répondre à Publicola. Alors, donc, il n'y a pas de constitution anglaise. Certes, les Anglais ont un gouvernement, mais ils n'ont pas de constitution. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de principe déclaré et sanctionné par le peuple. Le gouvernement anglais est fondamentalement issu de la conquête normande, qui a établi l'oppression généralisée et qui n'a laissé subsister que quelques bribes des libertés anglo-saxonnes qui forment les quelques règles de la common law méritant d'être sauvées. Donc la coutume, elle est l'expression des anciennes libertés anglaises, mais il n'en reste pas grand-chose, parce que tout ça a été écrasé par la conquête normande. Ainsi, selon Brutus, les Anglais n'ont jamais approuvé formellement la monarchie héréditaire ni l'aristocratie, donc les Anglais sont un peuple conquis, marqué par leur villainage. Il utilise l'expression villainage, je ne sais pas comment traduire en français, leur caractère de vilain, si vous voulez. Et donc, ils sont gouvernés comme un peuple conquis par la volonté d'un étranger. Il se trouve que les rois d'Angleterre sont allemands, évidemment. Rois qui, par ruse, ont bien voulu retenir certaines anciennes coutumes et des usages pour mieux opprimer les Anglais. Donc là encore, on retrouve le terme du Norman yoke, du jus normand, qui est très vieux, hein, parce qu'on l'avait déjà en 1649 dans la Révolution anglaise. Christopher Hill a écrit il y a fort longtemps un bel article qui s'appelait Norman yoke, justement, là-dessus. Alors Cassius remarque que la définition de ce qu'est une constitution diffère totalement chez Paine et chez Publicola. Si la constitution est la loi fondamentale qui détermine toutes les autres, alors elle est un contrat qui ne peut pas être modifié sauf par le peuple lui-même. Et donc, pour Cassius comme pour Agricola, la Constitution et la déclaration des principes qui doit la précéder, la déclaration a un caractère normatif. Dans la mesure où il n'existe pas de principe déclaré en Angleterre, alors il n'y a pas de gouvernement, enfin il n'y a pas de constitution, puisque en Angleterre, le roi et le Parlement peuvent modifier le système de gouvernement, ou même le système électoral, ou même la Constitution.
Et donc, pour Brutus, l'idée que la Constitution anglaise serait fondée sur des lois fondamentales pourrait être judicieuse si on pouvait en montrer une, mais il n'y en a pas, puisque si on peut les modifier par le Parlement, c'est qu'elles ne sont pas fondamentales. Sur quel principe peut-on baser l'idée que les dirigeants peuvent changer la Constitution et pas les peuples, se demande Brutus. En réponse à Publicola. Donc le gouvernement d'Angleterre est absurde, il est conçu pour duper un peuple qui veut être libre. La soi-disant liberté anglaise n'est qu'une baudruche vide. Les trois branches du gouvernement anglais censées assurer l'équilibre des pouvoirs sont tous marquées par l'oppression, l'arbitraire et la corruption. La monarchie héréditaire est contraire aux droits des hommes. Elle permet à la nation d'être gouvernée par un rogue, un rogue c'est une canaille ou un idiot sans remède. La noblesse héréditaire est inutile, elle est parasitaire. Brutus, il y a un joli article où il se moque de la noblesse en les représentant comme des chenilles sur les arbres fruitiers. On apprend dès le berceau à ces soi-disant nobles à considérer le peuple comme une race of ignoble wretches, une race de canailles ignobles qui doivent simplement satisfaire leur ambition et se soumettre à leur violence. Quant à la Chambre des communes, soi-disant élément démocratique de la prétendue Constitution, elle est formée par une parodie de représentation totalement corrompue et soumise au bon vouloir du roi qui nomme presque qui il veut. Les membres du Parlement sont presque tous des courtisans et des sycophantes. Bon, même Publicola, les critiques de Publicola se moquent de Publicola, parce que lui-même est obligé de reconnaître dans sa lettre 8 que le système de représentation parlementaire est le plus défectueux. Mais Publicola disait que ce défaut relève de l'ordre naturel des choses. Et donc, un Republican se moque, il dit, si la représentation est défectueuse, en quoi peut bien consister l'excellence de la Constitution ou du gouvernement, puisque c'est bien la question de la représentation qui est essentielle dans un gouvernement libre. Donc si la représentation nationale est défectueuse, alors le gouvernement l'est aussi. D'ailleurs, l'expression de Publicola n'a aucun sens, répond a Republican, donc sans doute James Madison, car il n'y a rien dans la nature qui prive un peuple de ses droits. Ce défaut ne découle pas de la nature, mais vient du caractère défectueux du gouvernement dans son ensemble. Et l'article cite un certain nombre de films bien connus, le fameux bourg de Old Sarum, en Angleterre, qui envoyait 2 députés à la Chambre alors qu'il n'avait que 3 habitants, alors que Manchester, avec ses 30 000 habitants, n'avait aucun député. Alors, le gouvernement anglais se distingue par bien d'autres horreurs, les lois fiscales spoliatrices, les règlements cruels sur le braconnage, fait référence au Black Act dont parle E.P. Thompson dans son livre Whigs and Hunters, l'étendue des dépenses royales, la corruption de la cour, la religion prostituée par le lien avec l'Église établie par le roi, les persécutions des dissenters, des protestants dissidents. Et Virginius parle même d'une politique contraire aux droits des gens en Inde. Et donc l'Angleterre est accusée de massacre et de crimes contre l'humanité en Inde. Donc, de l'inexistence d'une réelle constitution et de l'état d'oppression auquel les Anglais sont soumis, découle évidemment, pour les critiques de Publicola, la légitimité d'une révolution anglaise. Ça va de soi. Bien entendu, le droit de changer le gouvernement, d'annuler ou de modifier sa constitution est un droit naturel de tous les hommes et de toutes les nations, indépendamment de l'état d'oppression. Ouais. Mais raison de plus s'ils sont opprimés. Et si les Anglais voulaient, comme les Français, renverser leur gouvernement, personne ne devrait y trouver à redire, surtout pas en Amérique. Bon, mais faut-il avoir peur de la guerre civile, de l'anarchie, etc., comme le dit Publicola. Pour les défenseurs de Paine, ce sont là des arguments destinés à appuyer la doctrine despotique de l'obéissance passive. Selon Brutus, ce n'est pas parce qu'il y a du danger à changer les choses qu'il faut s'en dispenser. Car le but des hommes libres n'est pas d'avoir un gouvernement mauvais et tolérable, mais d'avoir un gouvernement libre et conforme au droit naturel. En réalité, Publicola exagère le danger, car les vrais Anglais ont peu à perdre et beaucoup à gagner. Si la nation anglaise se mettait en mouvement, les foules ne seraient pas bien à craindre, et quand bien même, on pourrait redouter quelques méfaits temporaires, ce ne serait que très peu cher payé pour le prix d'un nouvel gouvernement renversant la monarchie et l'aristocratie.
Et Agricola compare même avec la Révolution américaine. La Révolution américaine a-t-elle elle-même une partie de plaisir? Est-ce qu'il n'y a pas eu des violences? Est-ce qu'il n'y a pas eu des foules? Est-ce qu'il n'y a pas eu des mouvements populaires qui sont allés trop loin? Il dit, et pourtant, notre révolution était légitime, comme le serait une révolution anglaise, y compris s'il y avait des débordements populaires. Et la plupart de ces critiques, en fait, défendent le common people, défendent le commun, pour dire il est faux d'affirmer que le peuple anglais, enfin, la populace anglaise, est ivre de sang et prompte à l'anarchie. En réalité, le peuple anglais, s'il pouvait donner son avis et s'il pouvait appeler à une convention, se comporterait sans doute tout à fait généreusement. Alors, de cette description de la Constitution anglaise et de la légitimité de la Révolution anglaise, s'ensuit pour tous les commentateurs que la Constitution qui est établie par la Révolution française, et évidemment par le terme de Constitution, on entend la Déclaration des droits et la Constitution, c'est très clair pour eux, c'est les deux. Évidemment, la Constitution, entre guillemets, française est supérieure à la Constitution anglaise, évidemment, contrairement à ce que dit Burke, John Adams et Publicola. En effet, l'Assemblée constituante est une convention, au sens propre du terme, elle possède le pouvoir constituant, elle représente donc le pouvoir suprême, et Brutus fait remarquer qu'en juillet, alors c'est parce qu'il veut répondre à l'argument de Publicola qui est de dire la Constitution n'est pas terminée. Il dit certes, la Constitution n'est pas terminée, mais en juillet, les Français ont déjà consenti à leur Constitution, ils ont adopté la Déclaration des droits, et en plus, ils ont déjà élu des délégués, puisqu'il fait référence aux élections municipales qui sont déjà passées en 1790, auxquelles ils ont transmis l'exercice de leur souveraineté. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens a établi les principes fondamentaux selon lesquels les Français veulent être gouvernés. Alors, ça se passe dans la première phase, c'est avant qu'on apprenne que Louis XVI s'est enfui. Alors évidemment, au moment de la fuite du roi Varennes, on l'apprend aux États-Unis au mois d'août. Un décalage de 2 mois et demi. Donc on l'apprend au mois d'août, ça inquiète évidemment les commentateurs américains. Bon, il n'y en a pas un seul qui croit à la fable de l'enlèvement, pas un seul. Ils disent tous que c'est parfaitement clair. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on publie, avec un décalage, l'article de Paine dans Le Républicain, le journal de Républicain, le fameux article de Paine. On le republie aux États-Unis avec une traduction. Mais au mois de novembre, on apprend que Louis XVI a accepté la Constitution, entre guillemets, et donc tout le monde s'en félicite. Alors, Aratus, donc Monroe, dit, bon, on n'est pas trop dupe, certes, le roi a essayé de s'enfuir, mais il a été rétabli. La Constitution française n'est donc pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, mais elle est la meilleure possible selon les circonstances, et rien n'empêchera de l'améliorer par la suite. Sous-entendu, rien n'empêchera de devenir une vraie république en supprimant la monarchie, puisqu'elle contient, et il fait la liste de ce qui est essentiel selon lui dans la Constitution française, elle contient la Déclaration des droits, la sauvegarde des droits du peuple, la représentation de la démocratie. J'insiste bien sur cette idée qui nous paraît étrange, mais pour eux, c'est une démocratie. L'abrogation de l'aristocratie, donc de la noblesse, et la réforme du clergé. Tout ça sont les éléments qui font de la France, qui font de la Constitution française une bonne constitution, même si elle n'est pas parfaite. Il parle du préjugé antique de la succession héréditaire, mais il dit, bon, tout ça s'arrangera un peu plus tard. Et donc, les critiques de Publicola répondent évidemment également sur le terrain de la souveraineté. Et sur le terrain de la souveraineté, dans le cas anglais, français et américain. Les critiques de Publicola considèrent qu'une souveraineté partagée est absurde. Et d'ailleurs, toute l'expérience américaine est contraire à l'idée de délégation totale de la souveraineté. L'article 5 de la Constitution fédérale est très clair, puisqu'il décrit
la manière dont on doit ajouter des amendements. Hein, le procédé par lequel on ajoute des amendements à la Constitution, le procédé, c'est que tout amendement doit être ratifié dans des conventions ad hoc. C'est-à-dire que les amendements ne peuvent pas être adoptés par les législatures des États. Il faut rassembler une convention pour adopter les amendements. Et donc ça prouve, selon eux, qu'il n'y a pas de souveraineté partagée en Amérique. Par ailleurs, Publicola disait qu'il était très difficile d'en appeler au peuple dans sa forme originelle, c'est-à-dire dans sa forme constituante. Or, tous les commentateurs, Cassius notamment, insistent sur le fait que l'expérience américaine a prouvé exactement le contraire. Partout en Amérique, quand il a fallu modifier la Constitution, on a réuni des conventions, on a discuté, on a débattu. Il y avait des gens qui étaient pour, qui étaient contre. Au final, il y a eu un vote et ça a été adopté. Au contraire, l'expérience américaine prouve qu'il n'y a aucun problème pour appeler le peuple dans sa position constituante. En réalité, disent tous les défenseurs de Paine et les critiques de Publicola, tous les textes de Publicola qui font l'apologie de la Constitution anglaise n'ont pas seulement pour but de disserter sur la pensée politique, mais ils ont pour but de proposer la Constitution anglaise en modèle aux Américains. Et donc, très clairement pour eux, les lettres de Publicola sont une arme contre la démocratie américaine. Et ils rapprochent évidemment les textes de Publicola des textes de John Adams, le discours de Davila et les Defense of the American Constitution. Et de ce point de vue-là, Publicola n'est que le porte-parole des would-be noblemen, de ceux qui voudraient être nobles, de ces bien-nés, entre guillemets, américains qui cherchent à dévoyer le gouvernement fédéral pour construire une république monarchique et aristocratique. Et donc, il existe bien un parti monarchique, certes limité en nombre, mais un parti monarchique qui veut donner le gouvernement anglais en modèle aux Américains. Il s'agit de préparer l'élévation d'une aristocratie naturelle, CF, l'expression utilisée par John Adams, et de préparer l'opinion afin de faciliter l'introduction d'un gouvernement, le Republican dit a system of government parallel to the British, un système de gouvernement qui soit parallèle à celui des Anglais. Les partisans de Publicola veulent familiariser le peuple à l'idée de l'excellence du gouvernement anglais, et leurs publications ont prévu de préparer ce glissement, cette dérive. Mais, selon Republican, donc peut-être Madison, un tel projet est absurde parce que le caractère égalitaire de la société américaine et l'enracinement des principes républicains dans la société a rendu impossible une telle évolution. Les Américains sont des fermiers, des marchands, des artisans qui ne peuvent pas être éblouis par the expenses and parade of royalty, c'est-à-dire par les dépenses et la pompe de la monarchie. Publicola cherche à convaincre les Américains que la Constitution fédérale serait de même nature que la Constitution anglaise. Mais, dit a Republican, c'est faux, puisque les deux gouvernements sont basés sur des principes opposés. Celui qui serait l'ami de la Constitution anglaise et l'ami de la Constitution fédérale américaine serait fou, parce qu'il dirait tout et son contraire. Et donc, celui qui est l'ami de la Constitution anglaise est forcément l'ennemi de la Constitution américaine. Agricola dit à peu près la même chose. Comment comprendre qu'un Américain, donc on suppose que c'est John Adams, mais on ne dit pas, perd son temps à vanter les beautés de la prétendue Constitution anglaise contre Paine, alors que le gouvernement anglais traite avec mépris la jeune République américaine. Son but réel est de donner un goût pour la forme anglaise de gouvernement, de faire briller le diadème, etc., etc. Ces tentatives d'apologie de la Constitution anglaise sont des pierres d'attente du parti monarchiste. Bon, je vous passe les détails, il y a des articles un peu humoristiques où on explique que Burke est un violonneux, que John Adams a composé la musique, et que Publicola danse sur les airs aristocratiques, mais tous les Américains préfèrent le luth gracieux de Paine, etc. Donc il y a comme ça des choses amusantes où on représente Paine en charmeur de serpent, en quelque sorte. C'est assez marrant. Alors,
je terminerai là-dessus. Finalement, le débat est aussi un débat sur le sens de la Révolution américaine. Est-ce que la Révolution américaine a été une révolution déférente à l'égard des bien-nés ou une révolution démocratique et populaire? Là est le véritable enjeu, selon les détracteurs de Publicola, qui refusent l'idée de la proximité de principe entre les constitutions américaines et la prétendue constitution anglaise. Très intéressant de se rendre compte, il me semble, que dans le courant des événements de la Révolution américaine, il y a évidemment toute une série de prises de position sur ce qui est en train de se passer. Mais étrangement, c'est après la fin de la Révolution qu'il y a un vrai débat sur la nature de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que c'est dans ces années 1780-90 que les Américains commencent à se poser la question de savoir la nature de la Révolution. Et ils le font en relation avec la Révolution française. C'est-à-dire que c'est la Révolution française qui, fondamentalement, les amène à déterminer la nature de leur propre révolution, en quelque sorte. On aura l'occasion de reparler lors du colloque Hannah Arendt, je ne développe pas ici, mais Hannah Arendt, c'est quelque chose qu'elle n'a pas du tout vu dans son essai sur la Révolution. Parce que pour elle, la Révolution américaine, c'est John Adams. Sauf que précisément, dans les années 90, tous les autres, Jefferson, Madison, les autres, considèrent justement que leur révolution à eux a été une révolution démocratique et sociale. Contrairement à ce qu'écrit en 1963 Hannah Arendt. Fin de la parenthèse. Aratus, donc, relie Monroe. Aratus Monroe relie le débat Burke-Paine sur la Révolution française et le sens de la Révolution américaine. La Révolution française et la Révolution américaine sont d'une même nature. C'est la révolution du droit naturel des hommes. Et c'est très clair pour Monroe. Alors je conclus. Donc, dès sa parution en Amérique, la première partie de Right of Man est comprise à la fois comme un texte théorique, mais surtout comme un texte de combat. C'est-à-dire c'est à la fois une exposition de la doctrine du droit naturel, comme ils le disent, et un texte de combat contre les hérésies politiques des partisans d'une république, de la transformation d'une république américaine en un régime à l'anglaise. Derrière la polémique en apparence anglaise sur la Constitution qui oppose Publicola et les défenseurs de Paine se cachent des enjeux politiques qui sont en réalité universels. C'est d'abord la question de ce qu'est une constitution et donc de ce qu'est la souveraineté qui est centrale dans ce débat. Contre une conception ancienne des libertés anglaises et de la souveraineté partagée entre les trois branches monarchiques, aristocratiques et démocratiques du gouvernement idéal, défendu par Burke, John Adams et John Quincy Adams, Jefferson, Paine et ses défenseurs revendiquent une conception juste naturaliste et universelle de la liberté et l'inaliénabilité de la souveraineté populaire une et indivisible. Contre les apologies de l'aristocratie, naturelle ou pas, et de la monarchie que l'on retrouve chez les Adams, leurs détracteurs font l'apologie du peuple et de la démocratie. Pour ces derniers, les républiques monarchiques et aristocratiques de l'époque moderne sont renvoyées à un passé révolu. Le lien entre république et démocratie est pensé par les Painites américains comme indissoluble. Pour Publicola et les fédéralistes, les appels de Paine au renversement de la Constitution par le peuple anglais, à l'image de ce qu'ont fait les Français, sont des chimères dangereuses qui vont pousser les Anglais dans la voie de l'anarchie. Plus important encore pour John Quincy Adams, il s'agit de défendre contre Paine les principes anglais qui, selon lui, ont été intégrés dans les constitutions américaines. Or, pour Publicola, la stabilité des gouvernements d'État et du gouvernement fédéral en Amérique tient pour beaucoup au maintien de ces principes anglais que Paine et ses partisans veulent au contraire extirper pour établir des démocraties. Donc l'enjeu n'est pas de discuter de manière érudite sur la nature de la Constitution anglaise, mais bien d'empêcher la construction d'une démocratie américaine pour Publicola et John Adams, ou de favoriser la constitution d'une démocratie américaine pour Paine, Jefferson et les autres. Le débat autour de Right of Man a ainsi contribué à la coagulation des principes républicains. Deux types de républiques. République démocratique, république aristocratique. Et par ailleurs, elle a contribué à la coagulation des principes du Parti républicain-démocrate, qui n'existe pas vraiment encore à l'époque dont je parle, parce que bon, j'ai parlé des républicains démocrates,
mais c'est une anticipation. En réalité, c'est 2 ans après que vont se constituer vraiment des structures de partis. Mais disons que c'est dans ce débat-là que se constitue, c'est finalement dans ce débat-là que se constitue le bipartisme américain. Alors, le bipartisme américain, aujourd'hui, il n'a pas grand-chose à voir avec celui du XVIIIe siècle, mais c'est à ce moment-là que se constitue le bipartisme américain. Et ce bipartisme, il se constitue là-dessus, hein, autour de la question de rights of man, de la Révolution française et de ce qu'est la souveraineté. Pour les partisans de Paine, rights of man permettait enfin d'affirmer l'identité de principe entre la Révolution française et la Révolution américaine, confirmant ainsi rétrospectivement sa radicalité démocratique, remise en cause par ceux qui défendaient au contraire l'idée que l'enjeu fondamental de la Révolution américaine avait été la défense des libertés anglaises contre l'Angleterre elle-même. De ce point de vue-là, le débat américain autour de la première partie de Rights of Man est donc avant tout un débat sur l'avenir de la Révolution inachevée, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Voilà.